Bonjour à tous et à tous, à toutes. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. On va laisser encore quelques secondes aux derniers participants pour se connecter. Nous avons du monde. Oui, on est à 32 pour l'instant. On va attendre encore quelques petites secondes. Bon, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que votre rentrée se passe comme vous le souhaitez et que cette heure ensemble vous aidera à reprendre la main sur votre agenda. Merci d'être là pour ce webinaire consacré à la gestion du temps avec deux intervenantes d'exception, Maître Ganaël Soussante et Maître Emmanuel Alabi. Un petit mot sur l'origine en fait de ce webinaire. Il y a quelques mois, Ganaël m'a contacté sur LinkedIn pour me proposer d'aborder ce sujet. Challenge accepté. Et pour enrichir encore la discussion, nous avons invité Maître Emmanuel Alabi. Maître Ganaëlle Soussens est avocate au barreau de Paris. Elle est spécialisée en droit immobilier depuis 25 ans. Elle a créé son propre cabinet dans une période de vie très exigeante. Elle était en pleine procédure de divorce et avec un enfant en bas âge. De cette expérience est née une vraie passion pour l'organisation et le management d'un cabinet d'avocats. En 2017, elle a d'ailleurs développé un outil interne pour optimiser ses processus. Les résultats ayant été au rendez-vous, elle a décidé de le partager avec ses consoeurs et confrères. C'est ainsi qu'est né Applicable. Maître Emmanuel Alabi, de son côté, est avocate belge et a également créé son cabinet. En parallèle, elle a fondé une académie dédiée aux avocats pour les accompagner à mieux gérer leur temps et leurs pratiques. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques modalités pratiques. Vos micros sont coupés par défaut. Si vous souhaitez intervenir, il suffit en fait de cliquer sur lever la main dans le menu en haut de Teams. J'activerai votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Ensuite, le chat questions-réponses est ouvert. Donc, posez vos questions à tout moment. Nous garderons un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. La session est enregistrée. Un replay YouTube vous sera envoyé. Si vous ne souhaitez pas apparaître, pensez à couper votre caméra. Les slides vous seront également communiqués par mail. Vous verrez passer des quiz, des sondages tout au long de la session. Vos réponses sont anonymes. Ne soyez donc pas timide d'y répondre. Donc, au programme aujourd'hui, vous découvrirez des retours d'expérience, des méthodes simples pour gagner du temps, des outils et des cas concrets issus de la vraie vie d'un cabinet. Alors, pour se mettre en jambes, on va commencer par une première question. Je vais lancer le sondage. Voilà. Il est en train de se lancer. Donc la question en fait du sondage, c'est quel est le temps de travail d'un avocat par semaine? Alors, vous pouvez voilà, dès maintenant voter. Je vous laisse quelques secondes pour voter.
Les votes sont en train de se faire, je vois. Alors, oui. Donc, une majorité, voilà, ont répondu entre 40 et 50 heures. Pas mal de réponses aussi entre 50 et 60, alors moins Oui. important évidemment. Donc effectivement, Oui, ouais, je te laisse, Ganaël. pardon. Donc effectivement, on a des statistiques sur le temps de travail des avocats, même si c'est parfois une donnée difficile à quantifier sérieusement. Mais effectivement, on observe que la moyenne d'entre 40 et 50 heures de travail par semaine, c'est ce qui concerne trois quarts des avocats. Il y a des confrères qui travaillent encore plus que ça. Et de toute façon, entre 40 et 50 heures par semaine, c'est déjà trop. C'est déjà trop quand on pense à une carrière qui dure 40, 45 ans. C'est, à mon sens, pas un rythme tenable. Donc, pour exercer durablement, ce temps de travail hebdomadaire, c'est un avis personnel, hein, et c'est pas une bonne chose. Merci, Ganaël. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. Je vais relancer le sondage. Il est en train de se lancer. Est-ce que c'est ce qu'on souhaiterait gagner ou est-ce que c'est la réalité? Voilà, c'est vraiment la réalité. C'est en moyenne, voilà, quel est en moyenne le chiffre d'affaires annuel d'un avocat. Allez-y, vous pouvez voter. Ganaël, tu vois bien les réponses qui sont données? Ouais, je vois que bah, vous connaissiez déjà la réponse. En tout cas, vous avez bon, entre guillemets. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un sondage, hein, c'est pour tester, puis aussi vous faire réagir sur les montants. Donc, effectivement, le revenu médian des avocats, on observe entre 42 000 pour les collaborateurs et autour de 54 000 pour les avocats à leur compte. Et si on mixe les deux statistiques, c'est-à-dire entre 40 et 50 heures de travail par semaine et un revenu annuel de 54 000 euros, ça fait un taux horaire de 26 euros. Donc, autant vous dire que c'est pas du tout à la hauteur de vos compétences, de votre expérience, de vos diplômes, de votre engagement professionnel, de votre responsabilité. Donc, les chiffres sont pas bons. Maintenant, il y a plein de moyens de faire mieux que ça. Et c'est un peu notre promesse du jour, c'est de vous donner des bonnes idées, des choses que vous allez pouvoir actionner tout de suite pour améliorer cette situation-là. C'est Emmanuel qui prend la main, il me semble? Alors, Ou c'est encore moi? parfait, le décor est posé. Oui. Donc, avec Simplicity, ben, je suis ravi de vous proposer ce webinaire qui, voilà, vu la qualité de nos deux intervenantes, sera un concentré de bonnes pratiques applicables dès cet après-midi. Je te passe donc la parole, Ganaël, et ensuite Emmanuel complétera avec son regard et Merci son beaucoup. expérience. Voilà, Ganaël, c'est à toi. Merci beaucoup. Effectivement, donc, pourquoi on travaille beaucoup et qu'on gagne pas suffisamment, il y a une des raisons, c'est que on a plein de casquettes en réalité. Quand on est avocat à son compte, on est juriste, mais parfois seulement un petit peu dans la journée. On est aussi le support commercial de son cabinet. Il faut développer son cabinet, faire de la communication, aller dans des réseaux d'affaires, etc. Et donc, c'est une activité indispensable pour assurer l'avenir du cabinet, aller chercher, prospecter. On est aussi souvent dans le marketing. Alors, soit on fait ses posts soi-même, soit on apprend à les faire, ou bien on les délègue. Mais c'est de toute façon une activité dans laquelle on est obligé de s'impliquer. On est également parfois
le secrétariat, on est souvent aussi le réparateur de photocopies, le dépanneur informatique, on a moult casquettes, je ne vous parle pas des RH, etc. Donc l'image que j'aimais bien, c'est de dire que l'avocat, c'est un vrai chef d'entreprise, ça incontestablement quand on est à son compte. Et donc on est multifonction, multitâche, une espèce de poulpe qui est partout à la fois. Mais l'activité qui est facturable, c'est celle de juriste, c'est celle de production. Donc, il faut conserver du temps dans son emploi du temps pour la réaliser et pas du temps le soir après 20 heures ou le week-end. Donc, essayez d'avoir un rythme de travail normal, compatible avec la durée de notre carrière et une vie personnelle satisfaisante, des hobbies et pas seulement son travail quotidien. Et je voulais vous donner des idées sur le temps parce que cette mesure du temps, je trouve qu'elle est assez difficile. Il y a de l'intuition, mais je voulais essayer de l'objectiver. Pour ceux qui notent son temps, je ne sais pas si c'est le cas de tous nos participants, vous observerez que si vous notez dans votre Toggle ou quel que soit l'outil que vous utilisez pour noter votre temps, plus de 5 heures par jour, vous allez partir du bureau en étant passablement fatigué. Et donc, je pense que cette moyenne de 5 heures travaillées par jour, ça ne veut pas dire 5 heures au bureau, hein, ça veut dire 5 heures de travail effectif, c'est déjà une grosse journée bien remplie. Ça nous fait donc 25 heures par semaine. En travaillant 47 semaines par an, on a quand même droit, nous aussi, à nos 5 semaines de congé. Eh ben, ça fait un volume d'heures travaillées de 1175, on va dire 1 200 € annuels. Là, c'est une situation de travail, je trouve, normale et pérenne. Donc, ça veut dire que son chiffre d'affaires et tout ce qu'on a à faire dans sa journée, dans son année d'avocat, il faut le réaliser dans ce temps-là. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette mesure du temps pour pouvoir se projeter et se rendre compte que le temps est une ressource finie. Et ce qu'on va vous proposer, c'est par exemple des idées d'organisation. Inutile de vous dire dans quelle chambre il va être plus facile de composer sa tenue le matin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être pressé, de vouloir aller vite et de vous retrouver au milieu du désordre. C'est quand même une situation extrêmement stressante et pas du tout satisfaisante parce qu'on ne trouve rien, parce que c'est le bordel. Eh ben, c'est parfois un peu ça dans nos têtes, dans nos cabinets. Donc, l'organisation, c'est pas de la maniaquerie, c'est vraiment un levier d'efficacité qui ne coûte pas cher, qui demande juste un petit peu d'apprentissage, un petit peu de discipline. Et puis, une fois qu'on l'a mis en place, franchement, ça se fait naturellement. Et le gain, il est tellement sympa que c'est plus du tout ensuite perçu comme un effort, mais plutôt comme une bénédiction, peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, une activité sympa et dont on mesure très vite le retour sur investissement. Et puis avant de commencer, je voulais aussi vous mettre un petit peu à l'aise et vous dire que travailler sur son cabinet, sur son organisation, c'est une espèce d'éternel recommencement. Cette jeune femme qui gagne sa course, qui brandit fièrement sa médaille, elle a été une petite fille qui a d'abord appris à marcher. Et donc, elle s'est cassée la figure, elle a été un peu maladroite, un peu bancale. Et puis même quand elle a commencé à s'entraîner, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des courses qu'elle a perdues, il y a des courses qu'elle a gagnées, il y a des moments où elle était en PLS, elle avait envie de tout plaquer. C'est normal. Nous sommes des humains, donc nous avons des hauts, des bas. Je crois que ce qui compte, c'est de se dire que bah, je vais apprendre. Voilà, je vais apprendre, je vais commencer, je vais essayer et je vais recommencer. Et plus je vais faire cet exercice-là d'itération, plus je vais devenir experte du sujet sur lequel je veux avancer et meilleur je serai. Donc, peu importe le point de départ où vous êtes aujourd'hui, le fait d'essayer, d'avancer, de recommencer, vous allez forcément progresser et vous aurez très vite les bénéfices de ce travail-là. Et donc, vous inquiétez pas, je crois que je le redirai, mais se tromper, mettre en place des organisations qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave du tout. En tout cas, ce serait dommage de ne pas essayer à cause de cette peur de l'échec. Donc maintenant, je laisse la main à Emmanuel pour rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Ganaëlle. Et déjà, avant de commencer, je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et vous remercier tous les deux, Ganaëlle et Adrien, de m'avoir incluse dans l'organisation de cette masterclass. Vous savez tous les deux que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Adrien l'a dit au début, moi j'ai fondé mon cabinet, c'était il y a 25 ans. Le temps passe vite.
Et je peux vous dire que des essais-erreurs, j'en ai fait quelques-uns. Moi, c'était pas à 50 heures que j'étais, c'était à 70 heures. 7 jours sur 7. Enfin, voilà, j'ai vraiment, vraiment ramé. Et puis, à un moment donné où j'ai même failli franchement quitter ce métier tellement que j'étais, voilà, on m'a diagnostiqué 3 fois des burn-out. Et donc, à un moment donné, j'ai compris que soit je quittais le métier, soit je changeais ma manière de l'exercer. Et ça a été la première prise de conscience qui m'a amené du coup à mettre en place une série d'outils qui sont précisément ceux que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Ganaël, parce que je trouve que c'est très important d'insister dessus. Je coachais encore une avocate ce matin qui me disait, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, maîtriser ses priorités, sa gestion du temps, c'est un travail de tous les jours. Donc, c'est pas on va vous faire une masterclass, vous allez prendre des notes et puis vous allez sortir de là et tout va se régler. Non, ça va vous demander de mettre en place des nouvelles habitudes, de recommencer. Et puis, vous allez voir qu'il y a des moments où ça va aller très, très bien. Et puis, vous allez avoir des nouveaux défis. Ça s'appelle les défis de la croissance. Et je vous les souhaite d'ailleurs, parce que ça veut dire que vous êtes en train de croître. Mais voilà, je trouvais que c'était très intéressant et important de le souligner à nouveau. Je pense qu'on a toutes les deux, Ganaël, encore aujourd'hui ce défi. Et donc, on a beau avoir ces outils, il y a des jours où on fait mieux, il y a des jours où on fait moins bien, et c'est parfaitement OK. Donc, soyez bienveillants. Et puis là, on va y aller, on va commencer. Donc, on va commencer par le type numéro 1, qui pour moi, quelque part, je ne sais pas ce que en pensent mes complices, mais pour moi, c'est vraiment le type le plus important. Et tous ceux qu'on va vous donner après, eh bien, ça va être soit pour vous aider à correctement mettre ce premier type en place, soit vous aurez besoin de ce premier type pour y arriver. Notamment quand on parlera de délégation, de création de modèles. Tout ça, c'est des choses que vous allez devoir planifier, organiser. Et d'autres types sont des types qui vont vous aider à le faire correctement. Donc, organiser sa semaine, sa journée, moi j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que quand vous maîtriserez votre organisation quotidienne et hebdomadaire, ce sera de passer à la planification mensuelle. Donc, en quoi ça consiste clairement? Bien, je pense que la plupart d'entre vous est familier avec la notion de to-do list, c'est-à-dire j'arrive le matin, je note tout ce que je dois faire sur une liste et puis à la fin de la journée, vous la regardez et en fait, elle est encore plus longue que quand vous l'avez commencé le matin. À qui ça parle? Si ça vous parle, levez la main dans le chat. Ah, voilà. Alors, l'idée, c'est de virer la to-do list et de mettre tout ça dans un agenda par défaut. Vous prenez ce que vous voulez, un Google Doc. Enfin, moi, j'ai fait ça sur un Google Doc. Voilà, j'ai un planning qui s'appelle d'ailleurs planning priorité, ça s'appelle pas agenda. Comme ça, mon cerveau imprime bien que ce sont des priorités. Vous pouvez prendre un Google Agenda, ce que vous voulez, mais l'idée, en tout cas, c'est d'y mettre jour après jour, semaine après semaine, les blocs-temps sur lesquels vous devez vous concentrer. La petite astuce est d'utiliser des codes couleurs. Donc, par exemple, chez nous, toutes les consultations, c'est en vert. Et les miennes, c'est toujours les lundis, mardis après-midi. Donc, je sais que ces 2 jours-là, quoi qu'il arrive, j'ai des consultes, je mets rien d'autre et c'est en vert. Vos traitements de mail, une couleur, vos rendez-vous perso, vos audiences, etc. L'idée, c'est que votre cerveau va pouvoir directement identifier quelles sont les tâches que vous devez faire. Et je vous assure que si vous commencez à planifier chaque journée et chaque semaine, moi, c'est quelque chose que je fais le dimanche après-midi, ça m'aide, ça me vide vous voyez, la charge mentale dont on parle tellement. Eh bien, quand vous commencez à planifier, vous arrivez le lundi matin, vous êtes presque content de commencer votre semaine. Oui, oui, vous êtes content de commencer votre semaine, je vous le promets, parce que vous savez exactement ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, et basta. Et vous ne laissez pas, justement, les événements externes décider à votre place. Vous êtes le leader, vous êtes en charge, vous êtes le maître du temps, le maître de votre vie, et c'est vous qui décidez. Et puis on verra après comment faire, parce que vous allez me dire, ouais, mais les urgences, on va en parler tout de suite. Mais en attendant, déjà, gardez ce premier type à l'esprit, la planification avec des codes couleurs. Alors, une petite astuce très importante, c'est que il faut lier cette planification à votre niveau d'énergie parce qu'en fait, vous aurez probablement tous remarqué qu'il y a des moments de la journée où vous avez la pêche et où vous avez l'impression que vous pouvez soulever des montagnes et d'autres moments où, généralement, après la pause lunch. Donc là, je vous ai mis un petit graphique à l'écran qui montre de manière générale, je vais dire 80%, c'est toujours cette fameuse règle des 80-20, 80% des êtres humains ont des pics d'énergie que vous pouvez observer ici. Donc, généralement, le moment où vous avez le plus d'énergie, c'est le matin. On pourrait croire que non, mais c'est vraiment le matin. Et puis, vous voyez que ça commence à décliner. Il y a un gros crash après le lunch. Et puis, ça commence à remonter vers 15h30, 16h. Et vous voyez que par contre, à partir de 19h30, 20h, là, c'est de nouveau le crash. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui pensent qu'ils vont être productifs en restant au cabinet après 19h,
Non, pas bon. Il faut vous arranger pour que votre productivité soit vraiment dans les zones, donc les horaires de travail normaux, en fait. Le reste du temps, vous profitez de votre famille, de vos amis, de vos proches. Et donc, voilà, ça c'est vraiment un petit truc que j'avais envie de vous partager parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous comprenez que vous avez des moments où votre énergie est plus élevée et des moments où votre énergie va diminuer, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez planifier les tâches qui ont un impact élevé et qui demandent une concentration profonde au moment où vous avez le plus d'énergie, forcément. Et puis les petites tâches un petit peu chronophages, bah, typiquement, on va en parler après, les fameux mails. Bah, les mails, vous n'allez pas commencer votre journée en traitant vos mails, parce que déjà, il y a une chance sur deux que vous ayez un mail pourri qui va vous mettre de mauvais poils. Et ensuite, bah, ça va vous bouffer tout le temps où vous avez une énergie au top. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où vous allez commencer à rédiger vos conclusions, vos actes de procédure, enfin les trucs qui sont vraiment importants, ben, vous aurez déjà la moitié, si pas le trois quarts de votre énergie qui sera partie. Donc, voilà, ça c'était le petit tip et on va donc parler de l'enfer des mails. Dites-moi dans le chat et levez la main si pour vous, nous en tout cas, on reçoit, je pense, si je mets tout le monde ensemble au sein du cabinet, je crois qu'on a 150 mails tous les jours. Les clients adorent nous envoyer des mails pour un oui, pour un non. Et donc, avant, ce qu'on faisait, on en parlait avant de commencer la masterclass. Avant, on répondait tout le temps à tout et c'était presque devenu une addiction, en fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont comme ça, collés à leur mail toute la journée. En tout cas, moi, c'était comme ça. Et donc, on a mis une méthode en place parce que les mails, c'est clairement pas, on va parler dans quelques instants de ce qui est vraiment important et qui crée de l'impact pour votre cabinet, pour vos clients. C'est pas vos mails. Ils doivent évidemment être traités. C'est hyper important. Ils font partie du process, mais ils doivent pas prendre toute la place. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est de la charge mentale. Ça s'arrête jamais. Vous terminez, ça recommence. C'est vraiment le mythe de Sisyphe. Donc, nous, ce qu'on a mis en place au cabinet, je vous le partage, vous le testez et vous voyez si ça fonctionne pour vous, c'est quand on arrive le matin, c'est un peu comme le sport, on fait un petit échauffement. Et l'échauffement, c'est 30 minutes de mail, mais 30 minutes, pas 31. Okay, 30 minutes, et on ne va pas commencer à y répondre, sauf les petits trucs qui prennent 2 minutes. Sinon, on va transférer au secrétariat tout ce qui relève du secrétariat, on va mettre un peu d'ordre, voilà, on va épingler, et on va surtout vérifier s'il n'y a pas d'urgence. Quand on a la conscience tranquille et qu'on est libéré de la peur qu'il y ait une urgence qui nous attend, on va couper complètement l'application mail, donc il n'y a même pas de notification, et plus tard dans la journée, on a prévu un bloc-temps tous les jours, toute mon équipe de 16h à 18h, grosso modo, on répond aux mails. C'est le dernier truc qu'on fait avant de quitter le cabinet. Comme ça, on remet la boîte grosso modo à zéro. Et quand vous faites ça, bah, vous avez tout le reste de votre journée pour traiter ce qui est réellement important. Et alors, l'étape d'après, moi, je viens d'y arriver. Ça demande un lâcher-prise en plus, mais c'est de déléguer vos mails si vous en avez la possibilité, que vous avez des collabs, une assistante, etc. Et nous, ce qu'on est en train de mettre en place, ça c'est encore l'étape d'après, c'est qu'on a carrément, on est en train d'implémenter une IA qui va nous faire des projets de réponse à nos mails, ce qui va rester dans nos boîtes brouillons. On a la chance aujourd'hui d'avoir l'IA qui se développe. Alors, ça peut faire peur ou pas, on en parlera après. Mais en attendant, si on a l'intelligence de voir où on peut utiliser l'IA là où, en fait, on fait que du travail chronophage, et la seule chose que vous devrez faire, évidemment, c'est d'aller vérifier. Mais voilà, ça, c'est les petits trucs que je vous donne pour vous libérer de l'enfer des mails. J'étais un petit peu longue sur ce point, je vais aller plus vite sur les autres, mais c'était important. Alors, le type numéro 2, ben justement, comment planifier efficacement? Pas en mettant dans votre agenda tout ce que vous pensez que vous devez faire. L'idée, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower ou la matrice de génie. Moi, je l'ai appelée comme ça parce que ça me parlait plus. L'idée est la même. En fait, Eisenhower, il a décidé qu'il ne fallait pas traiter toutes les tâches et qu'il y avait deux types de tâches qui méritaient son attention. C'est celles qui répondaient aux critères d'importance et d'urgence. Alors après, on ne va pas avoir le débat ici, mais moi, je vois quand j'accompagne des avocats en coaching, ils pensent que tout est important et tout est urgent. Et c'est là, justement, qu'on doit déconstruire les croyances et les mythes, prendre un petit temps de réflexion. Et c'est pour ça que la matrice de la zone de génie peut vous aider. Votre zone de génie, c'est quoi finalement? C'est ce dans quoi vous excellez et qui va créer un véritable impact pour vous, pour vos clients, pour votre cabinet, pour votre équipe. Donc, si vous cochez les deux cases, je suis très, très bon dans ça, et c'est ça qui va créer de l'impact, ça vient chez vous. Vous devez le garder. Tout le reste, soit on en parlera après, soit ça dégage complètement, parce que ça n'a rien à faire là. Typiquement, scroller sur les réseaux pendant que vous rédigez une requête. Et si ça reste quand même quelque chose qui doit être traité, eh bien, il faut le déléguer si ça ne relève pas de votre zone de génie, parce que ça relèvera de la zone de génie de la personne à laquelle vous allez le déléguer. Et donc, en d'autres termes,
l'idée, c'est que, donc moi, c'est le truc que je donne quand j'accompagne les avocats, c'est vous listez toutes les tâches que vous faites sur une journée et vous faites le tri et vous vous posez vraiment cette question. À chaque tâche, c'est est-ce que cette tâche est réellement importante et est-ce qu'elle doit être faite par moi parce que je sais dans ma zone de génie. Si oui, déjà, vous la gardez. Deuxième question à vous poser, est-ce que cette tâche est urgente? Si elle est urgente, ça veut dire que vous devez la traiter dans la journée, dans la semaine, en tout cas, ça doit être fait maintenant. Si par contre cette tâche n'est pas urgente, alors il faut la planifier. Et votre objectif, quand vous serez bien entraîné et rodé à la planification, c'est de passer 80% dans le cadran de la planification. Alors, typiquement, je vous avais parlé d'une seconde slide qui est la matrice du génie. Donc, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est quoi qui ressort de votre zone de génie en vérité? Quand vous gérez votre cabinet, c'est déjà tout ce qui est relation avec vos clients stratégiques. C'est tout ce qui est vision de votre cabinet. Si vous prenez jamais le temps de réfléchir à où vous voulez aller, quel client vous voulez avoir, quel avocat vous voulez être, quel cabinet vous voulez construire, vous allez courir comme des poules sans tête pendant tout le reste de votre carrière. Donc, c'est important de pouvoir à un moment donné vous asseoir et vous poser ces questions. Et il y a évidemment tout ce qui est leadership d'équipe. Donc, moi, j'entends très souvent des avocats me dire, mais en fait, là, je dois rédiger un recours, c'est urgent. Là, j'ai une audience, c'est urgent. Non, en fait, parce que si vous planifiez ça, vous pouvez tout planifier. Vous pouvez planifier 3 fois par semaine un bloc temps de 4 heures, 5 heures pour la rédaction de vos actes de procédure. Et donc, vous aurez toujours du temps qui est prévu pour ce type de rédaction. Et même si vous avez un client qui vient vous voir la veille en disant « Maître, il me reste un jour pour faire mon recours », vous aurez ce bloc-temps qui est prévu dans votre agenda et vous ferez glisser les conclusions pour lesquelles vous avez encore 2 semaines à la semaine prochaine, par exemple. Mais donc, c'est ça l'idée, c'est vraiment de découper cet agenda avec des blocs-temps et de ne garder que ce qui relève de votre zone de génie et de planifier un maximum de tâches de manière à ne plus jamais vous sentir sous l'eau. Est-ce que ça vous parle? Alors, on va passer au type numéro 3 qui est finalement très fort lié à ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt, le graphique sur l'énergie. L'idée, c'est de commencer par les tâches les plus longues et les plus difficiles. Si vous commencez par ces tâches-là, un, c'est le moment où vous avez le plus d'énergie. Deux, en termes d'estime de soi, je ne vous dis pas comme c'est top. Parce que vous vous dites, ça, c'est derrière moi, c'est fait. Donc, votre énergie, alors qu'elle est censée redescendre, elle va remonter. Juste parce qu'émotionnellement, c'est vrai, non? Juste parce qu'émotionnellement, vous allez vous sentir fier. Vous aurez le sentiment comme ça de vous être délesté d'une charge énorme. Et dans les slides que nous allons vous partager, on vous a mis une petite vidéo que moi j'aime beaucoup personnellement et qui explique justement pourquoi c'est important de commencer par les tâches les plus importantes pour ensuite pouvoir continuer à remplir et à remplir et à remplir. Et on vous fait une petite recommandation. Manger la grenouille, c'est vraiment ça pour les procrastineurs. S'il y en a, je sais qu'aucun avocat ne procrastine, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, ce livre s'appelle Eat the Frog, qui a été écrit par l'excellent Brian Tracy et qui vous donne justement des petits outils pour arrêter de procrastiner, prendre le taureau par les cornes et y aller franco. Adrien, je te cède la parole. Je pense que tu as une petite question. Exactement, oui. Avant qu'Emmanuel vous présente le prochain type, j'ai un sondage donc à vous proposer. Je vais le lancer. Voilà. Alors, la question, en fait, c'est quel élément, en fait, perturbateur, revient le plus souvent durant votre journée? Et il y a quelques propositions, je vous laisse voter à votre aise. Donc, la première proposition, c'est des appels téléphoniques qui sont un peu imprévus ou inutilement longs avec un client ou des potentiels clients. La deuxième proposition, c'est des appels et des mails de clients invoquant une urgence. La troisième proposition, c'est des réunions un peu trop fréquentes qui ne sont pas très bien organisées, préparées. Et ensuite, la quatrième proposition, c'est des collaborateurs qui entrent dans votre bureau et qui vous posent toute une série de questions pour avancer dans divers dossiers, par exemple. Je vous laisse voter. Là. Là. On a déjà toute une série de votes qui arrivent. Donc, majoritairement, c'est les appels et les mails de clients invoquant une urgence. Qu'en pense
Donc, c'est le slide. Qu'en penses-tu, Emmanuel? Ben voilà, tu en avais parlé juste avant. Je te propose voilà, de reparler un peu de ton expérience par rapport à ça. Oui, parfait. Il y a juste une chose, petit souci technique, je n'arrive pas à reprendre la main sur les slides, ou alors tu les fais défiler pour moi, comme tu préfères, mais je ne vois plus le... Voilà, J'ai peur normalement, d'arrêter la présentation. voilà, normalement, tu as le contrôle. Non. Mais sinon, c'est pas grave, ne perdons pas de temps. Tu les fais défiler pour moi? Je délègue. Euh, Tu vois, j'incarne les tips qu'on donne. Je te délègue le défilement des slides. Ah ben voilà, reprendre. OK. Je pense que voilà, là, c'est bon. Merci. Alors, eh bien, on va en parler de ça, de ces fameuses distractions. On parlait des mails, on parlait des appels clients, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi justement votre téléphone qui fait bip, l'envie d'aller scroller pour regarder les réseaux. Et donc, quand je vais vous annoncer ce que je vais vous annoncer, je pense que ça va vous calmer. Chaque fois que vous vous laissez interrompre, distraire, peu importe, il vous faut 23 minutes pour retrouver votre concentration. D'accord? 23 minutes, c'est énorme. Donc moi, je vais vous faire un petit challenge. Après cette masterclass, vous allez me faire un petit plaisir et vous allez noter simplement de 14 heures jusqu'à ce soir, quand vous quitterez le cabinet, le nombre de fois où vous vous êtes laissé distraire par votre téléphone, même quand il sonne, que vous regardez, même si vous ne répondez pas, vous perdez 23 minutes. Okay, donc, le collaborateur qui rentre, qui fait « Coucou, tu viens boire un café ?» Non, je travaille 23 minutes. Donc, voilà, je ne vais pas vous énoncer tout ce qui se passe dans la vie d'un cabinet au quotidien. Je vais juste vous inviter, par contre, à totaliser le nombre de fois où ça vous arrive. Okay, ça, c'est la première partie de l'exercice. Puis, vous allez multiplier ça par 23. Et vous allez voir combien d'heures, oui, je dis bien d'heures, vous aurez perdu d'ici la fin de la journée. On continue l'exercice parce que c'est amusant. Vous multipliez par 5, parce qu'il y a 5 jours dans une semaine, puis vous faites x4 pour déjà avoir une idée du nombre d'heures que vous perdez chaque mois. Puis vous faites x12, hein, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et quand vous avez le total, vous vous demandez, à la fin de l'année, qu'est-ce que vous auriez pu faire de toutes ces centaines d'heures que vous avez, on va le dire, hein, gaspillées en vous laissant distraire. Et puis, exercice final, vous allez multiplier ces heures par votre taux horaire. Et là, vous allez voir combien ça vous coûte en argent. Voilà. Je vous laisse faire cet exercice. Amusez-vous bien. Vous allez voir, il fait un petit peu mal, mais tout changement commence par une prise de conscience, n'est-ce pas? Et donc, on en revient à la loi de Carlson, qui paraît assez évidente, c'est que forcément, chaque fois que vous allez réaliser une tâche en continu, en étant vraiment focus 100% sans distraction, bah vous allez aller voir qu'en fait, vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite que si sans cesse vous la reprenez. Je me souviens, quand j'ai commencé, mon premier client avocat que j'ai coaché, c'est ce qu'il m'expliquait. Il me disait, tu vois, moi, il me faut 5 jours pour faire des conclusions qui, en fait, me prendraient 3 heures parce qu'en fait, je me laisse tout le temps distraire. Et donc, il a mis tous ces tips en place et aujourd'hui, bah, quand il fait ses conclusions ou voilà, ses actes de procédure, en 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est plié, mais en tout cas, quand il dit qu'il les fait le matin, il arrive au cab, à la fin de la journée, elles sont terminées. Donc, c'est important d'être conscient de ça. Et je vais repasser la parole à Gaëlle. Merci beaucoup. Je vais essayer de reprendre le contrôle sur la presse. Ce n'est pas un succès. Ah, ok, c'est moi qui. Bah oui, Voilà. l'image de la personne concentrée, pour moi, c'est ça, c'est le chirurgien qui est en train d'opérer son patient. Évidemment, il n'est pas dérangé par les notifications sur son téléphone. Évidemment, personne ne vient lui demander s'il y a du papier pour l'imprimante, voire du papier pour les toilettes. On le laisse bosser tranquillement et du coup, il va au bout de son intervention chirurgicale dans les meilleures conditions possibles pour son patient. Donc, on peut avoir des moments dans la journée où on est dispo pour ses collaborateurs, pour ses clients, etc. Mais quand on a besoin de travailler, eh ben, il faut fermer les écoutilles. Et puis peut-être que la prochaine fois que vous allez dans un hôtel, euh, appropriez-vous le petit panneau qui dit ne pas déranger. Ça peut être quelque chose à mettre à sa porte de bureau, couper les notifications de son téléphone, de ses mails pour pouvoir bosser tranquillement, avancer sur les dossiers. C'est effectivement, comme tu disais, c'est assez magique. Je vais vous faire remarquer que ça ne coûte rien, juste une nouvelle habitude à prendre et en général, on la kiffe assez vite celle-ci et elle reste. Donc, ça peut être des moments dans la journée, ça veut pas dire qu'on est méchant, qu'on est inaccessible, ça veut juste dire qu'on a du boulot et qu'on a besoin de temps pour le faire et qu'il y a un temps pour s'occuper des autres, un temps pour s'occuper de son travail. Et puisqu'on est sur le temps,
Je vais vous faire une proposition que la plupart des confrères détestent et je sais pourquoi, mais j'espère peut-être qu'on vous a montré pourquoi elle est pertinente. Il faut noter votre temps. C'est hyper important. Tu as dit, Emmanuel, le changement commence par la prise de conscience. Notez votre temps et voyez à la fin de la semaine, à la fin du mois, en 3, 4 semaines, on a déjà des données vachement intéressantes dont on peut extraire plein d'informations et mettre en place des choses. Donc, il y a plein d'outils qui vous permettent de noter votre temps. Personnellement, j'affectionne beaucoup Toggle, qui n'a pas du tout été conçu pour les avocats. Du coup, il est pratique et pas cher. Il y a aussi des outils conçus pour les avocats que je trouve moins pratiques et plus chers. Bah, après, il faut trouver un outil avec lequel vous êtes à l'aise, dont l'ergonomie vous correspond. Donc, je vous en ai proposé plusieurs. Vous avez compris mon petit crush avec Toggle, mais il y en a vraiment d'autres et il faut que la façon dont l'outil fonctionne corresponde à la façon dont vous raisonnez. Et je vous montre avec Toggle, comme avec les autres, hein, vous pouvez avoir hyper rapidement des stats très intéressantes qui vont répondre à la question où passe mon temps. Je ne sais pas si vous avez cette expérience de sortir le soir du bureau et de dire mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et comme on fait des choses virtuelles, on n'est pas menuisier, on n'est pas orfèvre, donc il y a pas notre travail, il est pas entre nos mains, il n'est pas livrable, il est intellectuel. Donc parfois on se demande vraiment ce qu'on a fait de sa journée. Et quand on regarde son toggle ou l'outil dans lequel on a enregistré son temps, et ben déjà c'est rassurant. On se dit ah bah oui là aujourd'hui j'ai quand même marqué, j'ai badgé 5, 6, 7 heures. Déjà, c'est trop. Et ensuite, au bout de quelques semaines, par exemple, si vous utilisez des codes couleurs, vous allez pouvoir dire, ben voilà, j'ai passé la moitié de mon temps à faire de la production. Ou bien j'ai passé et l'autre moitié de mon temps à faire de l'administratif. Ça va pas. Franchement, ça va pas. On n'est pas devenu avocat pour faire de l'administratif. Donc, si 50% de votre temps, c'est de l'administratif, bah, il faut déléguer ça pour faire plus de travail juridique, plus de développement. Si vous travaillez, si vous produisez pendant 90% de votre temps de travail et que vous avez envie, besoin de développer votre cabinet, ça va pas non plus parce que vous n'avez pas assez de temps dans votre semaine pour vous consacrer à des activités qui vont avancer le développement de votre cabinet. Donc, ça veut dire qu'il va falloir déléguer la production. On en parlera tout à l'heure, je ne dévoile pas encore trop le sujet. Mais vous voyez, ça va vous donner des indications hyper précises au-delà des simples sensations de j'ai l'impression que j'ai rien fait, mais où passe mon temps? Bah là, vous allez voir. Et ça peut être parfois un constat cruel de se dire, bah, cette semaine, j'ai passé 10 heures à faire de la compta. Bah non, non. Alors, ou alors vous kiffez la compta, mais ça, c'est une névrose que je ne partage pas. Mais en tout cas, ça donne des informations vraiment pragmatiques pour savoir où passe son temps et comment on doit éventuellement le réagencer en fonction de ses objectifs à court, moyen, long terme. Hop, je continue. Ah ben voilà, la délégation, elle vient tout de suite après. Il y a plein de formes de délégation. Quand j'ai commencé à travailler au temps des tyrannosaures, on était collaborateurs dans des cabinets, on avait des assistantes qui avaient des prénoms comme Martine, Liliane, etc. Bon, la situation du monde du travail a beaucoup évolué et aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance et d'assistantes freelance qui vraiment sont absolument des perles. Heu et l'intérêt aussi pour l'avocate de travailler avec des freelances, il y en a plusieurs. D'abord, c'est de ne pas se faire peur avec des engagements financiers trop importants. En France, on a un gros sujet du coût du travail salarié surtout. Et donc, la possibilité de travailler avec une personne qui n'est pas sa salariée, mais qui est une freelance, quelqu'un que l'on va payer selon un taux horaire convenu, avec un volume d'heures convenu, ben, ça veut dire que ça peut s'adapter automatiquement aux besoins. C'est-à-dire que quand j'ai un surcroît d'activité, eh bien, j'emploie cette personne le nombre d'heures dont j'ai besoin. Quand mon activité se calme un peu, ce qui en réalité n'arrive jamais, mais si jamais elle devait se calmer, le nombre d'heures que cette personne va consacrer à mon cabinet et que je vais devoir lui rémunérer, il va s'ajuster automatiquement aux besoins du cabinet. Donc, c'est intéressant, ça peut être intéressant sur le long terme. Ça fait 10 ans qu'on bosse comme ça avec une Sandrine qui est formidable. Ça peut être aussi un recours ponctuel, ça peut être un entre-deux avant un recrutement pour savoir là aussi quel est son réel besoin d'assistant, d'assistante pour passer potentiellement à un recrutement en CDI. Et puis, vous pouvez avoir plusieurs assistants freelance. Vous pouvez avoir une personne qui aime bien la compta, qui va vous accompagner sur ces sujets-là. Une autre personne qui va être un peu plus clerc d'avocat, qui va manipuler, qui va savoir quoi faire avec les actes de procédure, échanger avec les huissiers. Donc, vous pouvez vous constituer un staff comme ça de personnes très compétentes, très accompagnantes et qui vont vous aider
dans vos tâches du quotidien et vous soulager de tout ce qui n'est pas votre zone de génie. Il y a, je vous ai mis quelques exemples, hein, un standard téléphonique externe, ça coûte vraiment rien par rapport à ce que coûte l'interruption par un coup de téléphone. Donc là, vraiment, il n'y a absolument pas photo. Idem, on peut travailler avec des confrères de manière libérale, j'allais dire, mais plus que libérale, c'est-à-dire là aussi sous la forme de vacation. On peut tout à fait confier à un confrère qui travaille dans la même matière que nous la rédaction des actes. Enfin, on peut faire de la sous-traitance. On peut confier une audience à plaider, une réunion d'expertise. Euh, Parfois, les confrères me disent, ah oui, mais je connais tellement bien le dossier. Et moi, parfois, j'ai la réaction inverse. Je me dis, j'ai de l'émotion dans ce dossier parce que je connais les clients, ça fait des années qu'ils me parlent. Je sais que leur petite, elle a été malade parce qu'il y avait de la moisissure dans l'appartement. Donc, il y a beaucoup d'affect dans mon appréhension du dossier, alors qu'un confrère qui va le découvrir quelques jours avant, il va presque mieux, je pense qu'il va mieux le plaider que moi, parce qu'il va vraiment être sur le juridique. Et c'est ce qui intéresse le magistrat. En réalité, ils ont peu de temps pour les dossiers, il faut être synthétique, il faut leur donner les bonnes infos. Et je me dis qu'en fait, quelqu'un d'autre sera sans doute meilleur que moi sur ce sujet-là, parce qu'il y aura moins d'affect. Donc, déléguer, ça ne veut pas dire abdiquer. Ça veut dire faire des choix et s'entourer des bons prestataires à qui on fait confiance et dont on monitore aussi l'activité et les résultats. Et je voulais également vous dire une chose, c'est que quand vous allez travailler avec des freelances, par exemple, bah, ces personnes-là, elles travaillent également avec d'autres, peut-être d'autres avocats, mais aussi d'autres professionnels. Et il va y avoir une transmission de savoir-faire dans les deux sens. C'est-à-dire que vous allez donner à votre sous-traitant, votre vacataire, des infos sur vos modalités d'organisation, vos process, vos modèles. Et les personnes avec qui vous allez travailler, elles vont aussi pouvoir vous dire, bah tiens, tel, par exemple, le kiné, il organise ses rendez-vous comme ça. Le confrère, il travaille comme ça pour sa compta. Donc, il y a un échange de savoir-faire qui est vraiment super intéressant. On n'est plus du tout dans un mode descendant où je suis l'autorité et j'explique tout à tout le monde. Je pense qu'on est vraiment plus aujourd'hui dans un monde horizontal où on a à apprendre des autres, de ceux qui ont des qualifications différentes, des compétences différentes des nôtres. Des petits outils pour travailler en équipe, Trello et Notion. Et donc là, je mets en pratique le fait de commencer, essayer, se planter, recommencer. Ceci était ma première version de Trello. Et en fait, je me suis rendu compte que trop de colonnes tuaient la colonne. Et donc, dans la version que l'on utilise effectivement, on a réduit au moins de 2 tiers ces colonnes-là. Et on s'est dit que ça n'avait aucune importance. On s'est lancé, on a commencé à utiliser Trello, on a commencé Notion. J'ai pas compris. Ensuite, on s'est mis sur Trello. Sur Trello, on a créé plein de colonnes en pensant que ce serait bien. Et puis, à l'usage, on s'est rendu compte que c'était pas bien, qu'il nous en fallait moins. Eh ben, c'est pas grave. L'important, c'est au bout du compte d'avoir trouvé un mode de fonctionnement qui convienne. Et ben, peut-être qu'un jour, Notion, j'y arriverai, mais pour l'instant, c'est pas, ça marche pas. Donc, Trello me plaît beaucoup et me va très bien. Donc voilà, on peut aussi se planter, recommencer. Vraiment, c'est pas grave. Euh, et là, on va vous parler de travailler son organisation. La première question, ça va être comment? Ça va être comment je travaille sur mon organisation. Peut-être que si vous assistez à cette masterclass, vous vous dites, ah ben, j'aimerais tout révolutionner dans mon cabinet, j'en ai marre. Et que je ne suis confrontée qu'à des actions pénibles, à des blocages, ça avance pas. Bon, ok, mais on va pas tout révolutionner en un jour. On va faire une méthode simple, on va faire du pas à pas. Et dans cette méthode simple, il y a un truc qui est génial à se dire, c'est que un, c'est toujours mieux que zéro. Donc, si vous faites une petite chose chaque jour, sur les 52 semaines de l'année ou les 47 semaines travaillées de l'année, ça fera beaucoup, beaucoup de petites choses qui, mises bout à bout, entraîneront des changements radicaux. Donc, un, c'est mieux que zéro. Et son organisation, on peut complètement la faire évoluer. Il n'y a aucun problème là-dessus, à la condition d'être raisonnable, d'être SMART. Vous connaissez l'acronyme spécifique, mesurable, atteignable, réalisé dans un temps donné. Donc, de faire ça de manière SMART. Et pour moi, ça veut dire étape par étape. Et donc, je commence par quoi? Parce que en général, il y a beaucoup de sujets qu'on a envie de traiter. Eh bien, là aussi, on va faire simple. On va commencer par ce qui est vraiment, vraiment le plus pénible. Donc, je pense que vous avez chacun dans votre tête, peut-être vous les partagerez au moment des questions-réponses, l'idée de ce qui, au quotidien, vous prend le plus la tête, vous prend le plus d'énergie pour un résultat
modeste. Donc, je vais commencer par ce qu'il y a de pire. Du coup, l'amélioration, elle sera assez rapidement satisfaisante. Donc, je prends cette tâche. Par exemple, ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est la communication des pièces. Je déteste ça. Donc, je vais commencer à réfléchir à des méthodes, des outils qui vont faire que communiquer les pièces, générer le bordereau de pièces, transmettre tout ça aux confrères, ça va devenir moins pénible que ce que c'est actuellement. Donc, je vais tester des choses. Et puis, les méthodes, les outils que je vais tester, au bout d'un moment, je vais me reposer la question, est-ce que cette tâche, elle est devenue moins pénible? Est-ce que c'est plus un petit smiley pas content, mais c'est un smiley sourire tout vert, tout heureux? Si oui, tant mieux, je continue comme ça. Sinon, ce n'est pas grave, je recommence. Et j'ai appris ce qui fonctionnait, j'ai appris ce qui ne fonctionnait pas. Donc, je vais être meilleure quand je vais retester des outils pour faciliter, fluidifier la communication des pièces. Quand? Alors, on s'est posé la question de comment, étape par étape. Quand? Alors, idéalement, ça devrait être peut-être un rendez-vous avec votre cabinet par semaine. De se dire, je prends chaque semaine un temps dans l'agenda qu'on a montré tout à l'heure, qu'Emmanuel vous a montré tout à l'heure, pour se dire, je travaille sur mon cabinet, sur son organisation et pas seulement dans mon cabinet comme producteur. Je suis là le manager du cabinet et je me bloque, pourquoi pas 1 heure par semaine, hein. Peut-être 2 fois une demi-heure si 1 heure vous impressionne, mais vous verrez que avec simplement ce temps-là, vous pouvez faire énormément de choses. Alors donc, idéalement, ce serait ça, ce serait régulièrement. Maintenant, je ne suis pas totalement naïve et si jamais vous ne le faites pas, encore une fois, ce n'est pas grave, il y a toujours un moyen alternatif de continuer à avancer. Là, l'idée, c'est de se dire ponctuellement. Donc, je travaille sur un dossier et là, je tombe sur un truc extrêmement pénible. Par exemple, tiens, mes recherches documentaires, j'en ai plein, mais c'est classé n'importe comment, on peut absolument rien retrouver là-dedans. Donc, j'avance quand même sur le dossier, je contourne la difficulté parce que j'ai un délai pour rendre mes conclusions, par exemple. Je finis ma tâche, j'envoie mes conclusions, je les facture. Et ensuite, une fois que l'obstacle est contourné, que j'ai avancé dans mon dossier, je reviens en arrière et je me dis, OK, ce problème de documentation, j'ai mis plein d'arrêts de côté, plein de décisions intéressantes, mais je les ai mal classées, je les ai mises un peu n'importe comment dans un cloud. Comment je vais pouvoir régler le problème? Peut-être, est-ce que mon cloud a un bon outil de recherche? Est-ce que je me crée des rubriques par type de problématique? Moi, je travaille beaucoup dans l'immobilier, donc est-ce que je peux me créer une rubrique retard de livraison, réparation des malfaçons? Vous voyez l'idée? Et donc, j'avance dans le dossier, je contourne le problème, et une fois que j'ai clôturé mon dossier, que j'ai respecté mon délai, je reviens sur le sujet. Donc ça va être une façon ponctuelle d'intervenir sur les sujets pénibles. Et donc, petit à petit, vous allez arriver à faire évoluer cette situation-là et les choses qui étaient pénibles, chronophages, improductives, elles vont le devenir de moins en moins et vous allez rentrer dans une démarche d'amélioration permanente. Parfois, les confrères me disent, bah ouais, mais je ne sais pas comment découper étape par étape parce que dans notre esprit, tout est un continuum. Et là, je vous montre, alors c'est du contentieux parce que c'est ma pratique, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer aux confrères qui ont des activités de conseil. On peut complètement décomposer le parcours d'un dossier. Bien sûr, c'est arbitraire, mais il y a un moment, il faut faire des choix. Donc, si ce qui est compliqué, c'est l'entrée en relation, comment je convertis en prospect en client, je vais commencer à travailler sur cette étape. Si ce qui est compliqué, pénible, chronophage, c'est l'exécution de la décision, des décisions de justice, je travaillerai un autre jour sur cette étape. Et donc, petit à petit, on pourrait mettre des bonhommes rouges sur certaines de ces étapes, et puis petit à petit, ils deviendront verts parce que votre niveau de satisfaction va augmenter. Je continue en vous proposant toujours, je crois qu'on avait aussi le challenge de vous proposer des choses qui sont faisables. C'est pas la peine de proposer des outils, des trucs totalement dingues. D'abord parce que personnellement, vous avez vu, j'ai échoué avec Trello, donc les outils trop compliqués, c'est pas la peine. Par contre, il y a des choses très faciles à faire avec des outils que vous avez déjà. Typiquement, se créer des modèles. J'écris un mail à un client, à un commissaire de justice, à un confrère, et je sais que c'est une action répétitive. Envoyer la facture d'honoraires du cabinet, transmettre une assignation à un commissaire de justice pour qu'il la délivre à la partie adverse.
c'est des choses que je fais régulièrement. Donc, je peux complètement rédiger un message et faire de ce message un modèle que je vais aller classer dans ma bibliothèque de modèles. Et comme j'ai travaillé précédemment sur l'organisation de ma bibliothèque de modèles, ou que je vais y retravailler de temps en temps, eh bien, je retrouverai facilement mon modèle de message. Je vous montre, donc je vous ai montré comment créer des modèles. Donc, c'est très simple, hein. Là, j'ai mis Outlook, Word et un espace cloud. Ça existe dans Google Drive et dans plein d'autres outils que Microsoft. Je vous montre maintenant comment créer un process. Alors, ça s'adresse, pardonnez-moi, plus spécifiquement aux avocats français, parce que c'est l'outil du CNB, Conseil national des barreaux, qui propose ça. Mais il y a des outils sur le marché qui proposent exactement la même chose aux confrères belges et luxembourgeois qui assistent à notre webinaire. Donc, vous avez un outil de prise de rendez-vous et de prépaiement du premier rendez-vous en ligne. Ici, c'est le CNB. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis sur le site du cabinet des petits boutons qui s'appellent des widgets et l'aide technique du CNB vous accompagne pour les mettre en place. Et à l'origine, pardon, j'ai commencé à l'envers. J'ai un outil de prise de rendez-vous, j'ai des widgets sur la page d'accueil du cabinet et j'ai un message type de réponse au prospect. Donc, il faut un peu de temps pour le construire. Franchement, pas énormément, il faut être honnête. Et ensuite, l'intérêt, c'est que vous communiquez, vous faites de la prospection. Et quand vous avez des prospects, eh ben, vous avez un couloir de conversion, un tunnel, pardon, je crois que c'est ça l'intitulé exact en marketing, un tunnel de conversion qui est impeccable. C'est-à-dire que la personne vous contacte, elle veut travailler avec vous. Déjà, bien joué, vous avez déjà capté un prospect. Eh bien, vous lui envoyez un message type qui est bien rédigé. Là, c'est la version smartphone, donc elle est un peu sommaire, mais on peut avoir dans sa boîte mail un modèle de message de réponse au prospect un peu plus étoffé. On est avocat, on sait quand même rédiger. Donc, le prospect reçoit un message bien, qui est propre, correspond à ce qu'on attend d'un professionnel diligent. Il le reçoit rapidement, parce que comme le modèle existe, vous n'avez pas à vous creuser la tête pour le lui envoyer. Dans ce modèle, on lui dit, voilà ce que vous pouvez faire maintenant pour que je prenne en main votre dossier. En l'occurrence, c'est une première consultation. Donc, il va aller choisir sur le site les modalités de la consultation qu'il choisit. Et ensuite, le rendez-vous est prépayé et organisé via l'outil du CNB. Ça prend, une fois que c'est mis en place, ça prend peu de temps. Moi, je pense que ça fait peut-être au moins 5 ans que je l'utilise. Ça prend maintenant moins d'une minute de renvoyer le message à un prospect qu'il est ensuite très facile de convertir. Je n'ai pas mis d'énergie sur est-ce qu'on prend rendez-vous mardi, mercredi, non, j'ai piscine, là j'ai poney, on n'y arrive pas. On se tâte sur combien on doit facturer. Au moins, on cale les éléments en amont et ensuite on déroule. Idem pour fixer des rendez-vous là c'est plutôt pour les clients qui sont déjà des clients du cabinet. C'est plus nécessairement un rendez-vous payant parce que ça peut rentrer dans la facturation convenue entre l'avocat et son client. Là aussi, hein, les mails ping-pong. Alors, mardi, 15 heures. Non, j'ai poney, j'ai dentiste. Ah ben, une fois que le client vous répond, les créneaux que vous aviez proposés, ils sont plus disponibles. Donc, il faut recommencer. Perte de temps, perte d'énergie. Vous avez vraiment autre chose de mieux à faire que ça. Donc, il y a des outils sur le marché. Il y a Calendly que je trouve vraiment très facile à paramétrer et ensuite, ça déroule. Pour les utilisateurs Microsoft, il y a Bookings. Il y a aussi d'autres outils sur le marché. Il y a Visio Avocat. Il y a un autre dont le nom m'échappe. Enfin, il y a vraiment, c'est comme pour noter son temps. Il y a plusieurs outils sur le marché. Testez-les. Choisissez celui qui vous convient le mieux, dont les conditions tarifaires sont les plus raisonnables aussi, parce que là aussi, il faut faire jouer la concurrence. Mais c'est ensuite hyper pratique. Vous transmettez le lien à la personne qui veut prendre rendez-vous avec lui et en toute autonomie, elle choisit dans votre calendrier le créneau pendant lequel vous êtes disponible. Et quand vous bloquez des plages de disponibilité, c'est immédiat. Donc ça, c'est absolument rapide, pro aussi, je trouve, pour fixer des rendez-vous. On continue avec des tips, les modèles de messages. Ça, je vous ai montré rapidement comment les créer, mais je pense que vous avez compris à la fois et la méthode et l'utilité. Ça évite de réinventer la roue tous les matins. Typiquement, quand on se demande comment on va relancer un client, si on a déjà un message pré-rédigé, cette tâche-là, que vous la fassiez vous-même ou que vous la déléguiez, du coup, elle va être accomplie rapidement et très efficacement, sans état d'âme. On peut aussi avoir avec ses clients une charte de communication. Par exemple, si vous voulez un rendez-vous, oui, il faut passer par Calendly. Les réponses aux messages que vous nous envoyez, elles
elles arrivent dans un délai de, je sais pas, 48 à 48 heures à une semaine. C'est pas la peine d'appeler une fois que vous avez envoyé un email pour vérifier si j'ai reçu votre email. Donc, des choses simples que l'on peut expliquer à ses clients, leur expliquer ce que l'on attend d'eux et comment on va communiquer avec eux. Ça évite pas mal de malentendus et de désagréments des deux côtés, hein, parce que le fait de ne pas avoir posé les règles, ça peut créer de l'incompréhension des deux côtés. Des vidéos d'onboarding, ça, je trouve que c'est un peu le summum. J'aimerais beaucoup. Je vois des confrères qui ont fait ça. Et vraiment, c'est une petite vidéo face caméra où la consoeur à laquelle je pense explique au client comment elle va travailler avec lui. Là, bon. Mais entre les deux, il y a entre rien et des méga vidéos, des très bonnes vidéos d'onboarding, il y a tout un champ de choses à explorer pour commencer au moins ce travail-là. Une foire aux questions, surtout en contentieux, je trouve que c'est vraiment important d'expliquer aux clients c'est quoi les conclusions adverses, c'est quoi une remise, c'est quoi une plaidoirie, enfin, plaidoirie, ils savent, mais un délibéré, etc. Quand le client il a un document sur lequel il peut se reporter pour avoir des réponses à ses questions, bah, c'est des questions qu'il ne va pas venir vous poser. Donc c'est là aussi du temps gagné et aussi une relation client upgradée, beaucoup plus qualitative, puisque vous répondez par anticipation à ses besoins d'information. Donc c'est tout bénef, hein. C'est bénef pour le client parce qu'il se sent mieux accompagné et c'est gagnant pour l'avocat parce qu'il ne perd pas de temps. Et il ne perd pas de temps à rabâcher des trucs que lui connaît par cœur et qui, si c'est amusant les premières années, au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu lassant, quoi. Des schémas explicatifs, franchement, go sur le legal design. Formez-vous, testez ça. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Évidemment, j'en fais pas assez, mais j'adore l'idée. Et il y a de très bons acteurs sur le sujet. Et puis, un espace client, ça, c'est ce que propose Applicable. D'autres outils aussi, mais franchement, le nôtre, c'est le meilleur. L'idée d'un espace client, c'est un peu de dupliquer l'expérience de consommateur qu'ont nos clients dans leur relation avec leur avocat. Ça veut dire pouvoir suivre son dossier étape par étape. Ça veut dire pouvoir envoyer des pièces, des messages à son avocat directement dans le dossier. Donc, vous voyez, beaucoup de choses à mettre en place, mais qui sont parfois extrêmement simples. Créer une foire aux questions, bah, vous prenez votre dictaphone, vous le faites d'abord sur un Word. Quand ensuite vous avez un peu envie de vous lancer dans du design, vous allez utiliser un outil comme Canva. Vous allez mettre quelques pictos, ça va devenir un peu plus joli, un peu plus créatif. Et je crois que c'est le premier pas qu'il faut faire. Et souvent, comme avocat, on a envie de faire que des choses parfaites, donc on commence pas parce qu'on se dit, ce sera jamais parfait. Je pense qu'il faut inverser ça et se dire, ça peut ne pas être parfait. Fait, c'est mieux que parfait. Déjà, si ça a le mérite d'exister, ben, j'aurai tout le loisir de l'améliorer par la suite. J'aime beaucoup les formulaires et pas simplement parce qu'on est invité par Simplify, parce que je trouve que ça rend de grands services. Ça permet notamment de recueillir des infos du client. Par exemple, en contentieux, on a besoin de connaître l'état civil du client, date de naissance, lieu de naissance, situation familiale, adresse, etc. Euh, Quel est l'intérêt de demander ces informations-là à son client au téléphone ou en rendez-vous, de les noter sur un bout de papier ou idéalement dans un ordinateur? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas un lien au client pour lui dire, bah, pour me permettre de travailler dans votre dossier, j'ai besoin de ces informations-là. Je prends un exemple qui n'est pas ma matière. Si je fais du droit du travail, que je me suis dans une procédure de licenciement, je sais, parce que je suis un avocat expérimenté, alors, pas en droit du travail en ce qui me concerne, mais pour les confrères qui pratiquent la matière, je sais que j'ai besoin de savoir quelle est la date d'entrée dans l'entreprise, quel est le montant du salaire, quel est le motif de licenciement, quelle est la date peut-être de la lettre de licenciement. Donc, vous avez vos réflexes, ils sont, vous les connaissez, c'est votre métier, c'est votre expertise. Si vous arrivez à déplier ces demandes-là à travers des formulaires, bah, vous allez recueillir l'information hyper facilement auprès de vos clients, de vos prospects, grâce à Simplify, qui est à mon avis préférable aux outils made in US. Et ensuite, vous allez récupérer cette information sous une forme que vous pourrez utiliser directement dans vos actes. Donc là aussi, un service client qualitatif, une expérience client vraiment plus plus, et pour nous, une information qui est immédiatement utilisable et pas de temps perdu. Donc là aussi, je mets de l'énergie, du temps en une fois pour créer mon formulaire et j'aurai tout loisir par la suite de le faire évoluer si je me rends compte que j'ai oublié une info, que les clients comprennent pas la question. C'est pas figé. Évidemment, c'est pas figé. Utilisez aussi des outils. Là, je vous parle d'une société française qui commercialise des outils. Ils ont une grosse expertise de travail avec les avocats.
La reconnaissance vocale, ça a beaucoup, beaucoup évolué, c'est assez magique. Vous avez aussi des outils qui vous permettent de dresser un compte-rendu automatique d'une réunion. Là aussi, enfin, est-ce que quelqu'un aime dresser le compte-rendu d'une réunion après coup? Non, mais là aussi vraiment quoi. C'est une tâche extrêmement voilà, pénible, sans plus-value. On est absolument certain d'oublier des choses. Enfin, ben voilà, il y a des outils aujourd'hui qui peuvent le faire. Alors, le résultat n'est pas parfait. Il y a toujours des petites choses à la marge qu'il faut vérifier, mais c'est exactement pareil quand on le fait nous-mêmes, hein. Je ne me souviens jamais d'avoir fait un compte rendu parfait. Et en plus, comme j'aime pas ça, je procrastine, donc je le fais longtemps après. Donc, le risque d'erreur, il est encore majoré. Donc, là aussi, fait, c'est mieux que parfait. Et bien sûr, on va continuer à parler de l'IA. Alors, je suis comme toi, Emmanuel, j'ai une approche pragmatique. Effectivement, ça existe. Effectivement, ça peut rendre de grands services. On est des gens diplômés, intelligents, on est curieux des enjeux intellectuels. Bien sûr qu'on se pose des questions autour de l'IA et il faut continuer à s'en poser. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas du tout renoncer a priori à s'en emparer et à en capter les bénéfices. Donc, des IA grand public, on vous en a mis plein. Elles ont des fonctionnalités différentes. Ce sont aussi des outils qui, eux, alors pour le coup, ils sont en constante évolution. Donc, en ce moment, on me dit beaucoup de bien de Perplexity. Comme française chauvine, j'aime bien Mistral, mais utilisez-les, testez-les, et vous pouvez, un outil qui n'est pas satisfaisant aujourd'hui, peut-être que dans 3, 6 mois, il aura évolué et il répondra mieux à votre besoin. Donc, ne soyez pas, ne les condamnez pas trop vite, en tout cas. Des IA juridiques, donc là, on vous a mis des outils internationaux, français, belges. Pareil, ces outils-là continuent d'évoluer. Par exemple, moi j'utilise l'Exbase que j'aime beaucoup, Haiku qui est, je trouve, assez opérationnel aussi. Je crois que c'est indispensable aujourd'hui d'apprendre à s'en servir. C'est un gain de temps absolument phénoménal. Peut-être que l'image que j'aurais, c'est un stagiaire qui ne rechigne pas, alors qui donne pas toujours la bonne réponse, mais qui prend quand même la peine d'aller chercher, propose des choses. Et donc, ce stagiaire hyper efficace et un avocat avec un peu de métier de l'autre côté de l'écran, ça permet de faire des choses bien et rapides. Alors, bien sûr, un petit focus déonto. Euh, voilà, nos amis belges ont mis le... J'aime beaucoup votre pragmatisme parce que le CNB a édité un guide entier que personne ne lira et côté belge, on a une feuille, Legal Design. J'avoue que j'ai trouvé ça formidable. Alors, On est efficace. j'adore vraiment le pragmatisme. Et alors, ce que je peux recommander aux confrères français, c'est que effectivement, enfin, lisez le guide hein, si vous n'avez rien à faire du week-end. Sinon, bah, mettez le guide dans une IA. Ça peut être une première approche d'un outil d'intelligence artificielle et demandez à l'IA de vous en faire un résumé en X points. Vous allez voir que le résultat est intéressant. En tout cas, c'est une façon peut-être amusante de commencer à apprendre à communiquer avec les outils, apprendre à prompter et voir comment on peut dialoguer avec une machine. Et quand on dialogue avec une machine, on peut aussi lui dire, n'hésite pas à me poser des questions. Cite-moi tes sources. Donc on peut aussi être exigeant avec ces machines-là. Voilà, et puis cette petite slide à propos des outils, je pense que ça concerne vraiment les avocats. C'est ben voilà, on vous propose le marché, hein, pas nous, mais le marché nous propose des outils. Et en fait, on est un peu comme c'était des hommes de la préhistoire à droite de l'illustration. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il faut le trouver. Il faut vraiment le trouver parce que sinon, bah, c'est la tête dans le guidon 7 jours sur 7 et c'est à la fin de l'année un résultat qui n'est pas satisfaisant, une vie qui ne correspond pas à celle que l'on mérite compte tenu de notre niveau d'effort, d'engagement, de diplôme. Donc, voilà, utiliser nos tips pour gagner du temps et avancer et être des avocats heureux. C'est toi, Emmanuel, qui prend la suite. Yes, merci beaucoup. Alors, on a un tout petit peu dépassé. Est-ce que vous êtes OK de rester avec nous? Promis, on est passionné par le sujet, Ganaël. On pourrait encore rester Pardon, tout pardon, l'après-midi. pardon. Non, mais attends, moi aussi. Donc, bref, je vais faire du coup plus court. On vous a dit de toute façon l'essentiel, mais c'est vrai que le type numéro 9, on en a parlé tout à l'heure en vous parlant des distractions. Mais c'est de dire non, en fait, c'est de mettre des limites à vos équipes, des limites à vos clients. On vous a parlé aussi de plein d'outils que vous pouvez
mettre en place des mails de messages automatiques où vous allez expliquer à vos clients, on répond dans tel délai au mail, n'envoyez pas 10 fois le même mail, on l'a reçu, la preuve en est cet accusé de réception, n'appelez pas le secrétariat pour savoir si j'ai reçu le mail. Enfin voilà, l'idée c'est d'oser en fait mettre un cadre et de vous dire aussi, parce qu'il y a toujours un blocage psychologique derrière et une croyance derrière, c'est que si vous mettez des limites à vos clients, que vous les mettez avec bienveillance et que vous communiquez positivement en leur expliquant d'une manière élégante que ces limites sont mises uniquement dans le seul intérêt de les servir au mieux et de respecter vos critères d'excellence, eh bien, je vous assure qu'ils vous comprendront. Ils comprendront, ils seront même assez contents. Nous, on a vraiment des gros cadres au cabinet. Il y a des clients à qui ça ne plaît pas, mais ça tombe bien parce que je pense que ce n'est pas avec eux qu'on va pouvoir collaborer efficacement. Par contre, ceux avec qui ça se passe très bien, et généralement, on a des résultats positifs et des chouettes avis Google après, c'est justement ceux qui nous disent « vous êtes carré, ça nous rassure », parce qu'ils se disent qu'en fait, si on arrive à mettre des limites, ça veut dire que finalement, on est dans des cadres auxquels on se tient et qui nous permettent de travailler efficacement. Donc, c'est vraiment l'idée de s'affranchir des injonctions. J'aime beaucoup ce schéma parce que c'est vrai que parfois, on se fait tout un monde. Je coachais comme ça une avocate, elle laissait ses clients lui envoyer des WhatsApp, plus les mails, plus le téléphone. Et en fait, elle n'arrivait pas, elle commençait à rédiger ses actes de procédure à 20 h le soir. Elle devait attendre d'être rentrée chez elle. Et donc, elle était forcément au bord du burn-out. Et donc, à un moment donné, on a fait ce travail de déconstruction. Et ce qui la stressait, c'était je vais perdre tous mes clients, ils vont jamais comprendre que je leur dise qu'ils ne peuvent plus m'envoyer des pièces par WhatsApp. Vous imaginez recevoir pièce par WhatsApp? Ouf. Bref, donc elle a stoppé ça, elle a mis en place l'agenda Calendly, elle a mis en place une communication envers ses clients, elle a envoyé un mailing où elle a expliqué pourquoi elle mettait ça en place pour mieux les servir, elle a mis à leur disposition un lien Calendly, les clients sont ravis, elle n'en a perdu aucun, il y en a même qui lui ont dit c'est super parce qu'on ne doit pas passer par vous, un dimanche soir on peut prendre rendez-vous si on veut. Donc en fait, voilà, parfois on se fait une montagne de décisions qu'on doit prendre parce qu'on a peur de changer. Et puis finalement, on se rend compte que ce qui peut nous arriver déjà est bien plus petit que ce qui nous stresse et que ce qui arrive in fine est encore bien moins grave. Et finalement, même parfois, vous y gagnez et vos clients vous remercient pour les limites que vous mettez et votre équipe aussi. Je pense qu'Adrien, tu as envie d'encore nous challenger avec un sondage ou une question, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Donc, avant de découvrir le prochain type, j'ai une petite question pour vous. Je vais lancer le sondage. Un petit moment. Voilà, je le démarre. Alors, la question, c'est quelles sont en fait les activités qui vous prennent le plus de temps de manière générale sur une semaine? Donc, est-ce que c'est plus voilà, ouvrir des nouveaux dossiers ou plutôt préparer vos dossiers ou participer aux différentes audiences ou finaliser vos dossiers? Et donc, voilà, il y a 4 propositions. Je vous laisse voter. Merci pour vos votes. Alors, on voit qu'il y a une majorité dans la préparation en fait, des dossiers. On est à 64% pour l'instant. Voilà, 62. Je vais clôturer le sondage. Donc, majoritairement, donc, c'est vraiment dans la préparation des dossiers. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus voilà, sur le rapport au temps que les avocats ont? Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'a plus beaucoup de temps. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est qu'il y a une solide tendance des avocats à sous-estimer, ou parfois peut-être à surestimer aussi. Ça, c'est sur les tâches qu'on procrastine. Généralement, on les surestime et on sous-estime le temps nécessaire pour chaque tâche. Et donc là, on va vous donner des petits trucs qu'on a mis en place et qui fonctionnent assez bien. Alors, la première règle, si vous savez que vous avez tendance à sous-estimer, vous ajoutez systématiquement 20%. Donc, si vous pensez que ça va vous prendre 4 heures, vous en prévoyez 6. Au mieux, vous gagnez 2 heures et c'est génial. Et au pire, au moins, vous ne prenez pas de retard parce que vous avez anticipé. Donc ça, c'est la première règle, c'est la règle des 20% en plus par rapport au temps que vous estimez nécessaire. Et c'est aussi pour ça que c'est un intérêt de calculer son temps. C'est de pouvoir vous dire à un moment donné, avec l'expérience, OK, ce type de dossier, je sais que j'ai besoin, grosso modo, de X heures. Dans ce type de procédure, c'est autant. Mais si vous chronométrez jamais, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, pour revenir à cette règle-là,
Donc, première règle, c'est les 20%. La deuxième règle, et celle-là, je l'adore, c'est la règle du 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous ne remplissez pas votre agenda à plus que 70% sur une journée. Nous, au sein de mon cabinet, ce qu'on a fait, mes collaboratrices utilisent le planning dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout le lundi matin, chacune planifie sa semaine. Et dans le planning, il y a une case en orange qui s'appelle imprévu et ça correspond grosso modo à 1 ou 2 heures en fonction des journées. Elle dispatche un petit peu s'il y a beaucoup, s'il y a moins, voilà. Mais il y a toujours, en tout cas, tous les jours, il y a minimum 1 heure qui est prévue pour les imprévus. L'intérêt de ces 30% de marge, c'est quoi? C'est les urgences imprévisibles, au moins vous pouvez les traiter. Ça vous permet d'avoir un temps de réflexion, de relecture, de un petit peu vous poser, d'avoir des transitions plus fluides, de ne pas toujours vous sentir dans le chaos. Et puis aussi, si à un moment donné, il y a des sollicitations externes, ça vous permet d'avoir ces moments-là pour dire à vos collègues, écoute, je ne peux pas te répondre maintenant. Par contre, j'ai prévu une plage de 16h à 17h, par exemple, durant laquelle je n'ai rien, qui est prévue pour ce temps-là, et je serai ravie de me tenir à ta disposition. Pour clôturer ce dernier tips, il faut comprendre une chose, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est qu'en fait, le temps, il va prendre tout l'espace que vous lui donnez. Donc, si vous ne lui mettez pas, c'est comme un gosse, si vous ne lui mettez pas des limites, il va vous bouffer. Ça, c'est vraiment le principe. Donc, chaque fois que vous allez, je vous ai parlé des blocs-temps tout à l'heure, si vous décidez de cantonner le temps consacré à chaque tâche en décidant que vous prenez 4 heures pour rédiger, 4 heures pour vos consultes, etc., X temps pour vos mails, vous allez voir qu'en appliquant la règle des 20% et des 70%, vous allez terminer vos journées et vos semaines en vous sentant beaucoup plus serein et puis surtout avec ce sentiment du travail accompli. Et avant de repasser la parole à Ganaël, je voudrais juste clôturer sur ceci, c'est que moi, il y a une chose que j'ai comprise, c'est qu'en fait, gérer efficacement son temps, c'est un concept. Et ça implique surtout, en fait, de maîtriser ses priorités. Parce que c'est ça, en fait, la gestion du temps, c'est maîtriser ses priorités. Et maîtriser ses priorités, ça demande de faire un travail préalable qui vous demande de consacrer un petit peu de temps en temps, justement, qui est celui de travailler votre vision. La vision de ce que vous voulez pour votre cabinet, de ce que vous voulez aussi pour votre vie, parce qu'on n'est pas juste des avocats, on est aussi des êtres humains avec des rêves, des familles, des projets, etc. Notre métier nous permet de servir ces rêves, mais on ne se limite pas à notre métier. Mais si vous ne prenez jamais le temps de travailler cette vision de ce que vous voulez, numéro 1, et 2, votre ikigai, je vous parlais de la zone de génie tout à l'heure, c'est un petit peu ça la notion d'ikigai, c'est ce dans quoi vous excellez, ce que vous aimez faire, ce qui contribue à rendre ce monde meilleur, et en tout cas à impacter vos cabinets et vos clients, et puis ce pourquoi vous êtes payé. Si vous vous penchez jamais sur ça et vous ne savez pas finalement où est votre zone de génie et vous, où vous voulez aller, quelle est votre vision, vous continuerez à perdre du temps. Et donc ça, c'est vraiment la première étape pour moi de tout ce travail. Vous pouvez appliquer tous les types du monde si vous ne vous posez pas ces bonnes questions. Nous, c'est la première étape dans le programme d'accompagnement que j'ai avec les avocats. Avant de leur donner mes tips, je leur dis, tu vas travailler ton pourquoi, ta raison d'être et ta vision, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 12 mois. Voilà. Et quand ce travail est fait, alors on peut passer aux choses sérieuses. Et quand vous avez de la clarté sur vos priorités et que vous maîtrisez vos priorités, alors vous commencez à maîtriser votre temps. Et quand vous maîtrisez votre temps, vous maîtrisez votre vie. Voilà. Ganaël, je te cède la parole. Merci. Ce dont tu nous parles, je trouve que c'est vraiment très en lien avec la zone de confort et l'effort qu'il faut faire pour quitter cette zone de confort. Et alors, je trouve l'expression étrange, zone de confort, parce que c'est pas forcément une zone qui est confortable, mais c'est la zone d'habitude, la zone dans laquelle on est. Et c'est difficile pour un être humain de sortir de sa zone de confort. On passe par une zone d'appréhension, on a peur qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. En revanche, quand on arrive à dépasser cette peur du changement, effectivement, on arrive dans une zone d'apprentissage et dans une zone de bonheur. Il y a pas mal de vidéos qui l'expliquent plus longuement et beaucoup mieux que moi. Et je vous invite à vous y pencher parce que ça permet d'identifier ses propres freins, ses propres difficultés à sortir de sa zone d'habitude pour aller s'interroger sur sa vision, s'interroger sur qu'est-ce que je peux faire évoluer dans ma pratique du quotidien pour qu'elle me corresponde mieux, pour qu'elle m'emmène vers ma vision. Donc voilà, plein de vidéos sur YouTube sur la zone de confort en français, en anglais qui sont très explicatives. Ah ben voilà, voici le lien justement vers une des vidéos et le dessin en plus est assez chouette à la fin. Donc je vous invite à vous pencher sur le sujet, aller ce qu'est la zone de confort et comment on en sort pour encore plus de confort. Merci encore. Toutes nos excuses. J'adore le paradoxe de vous parler de gestion du temps et de finir en retard. Moi aussi, j'adore.
Voilà, voilà. Ça c'est fait. Nous avons, je crois, tous les trois gardé un petit peu de temps, enfin, dans nos agendas, pas dans les vôtres, pour répondre à quelques questions. En tout cas, un immense merci à vous deux, Ganaël et Emmanuel, pour vos retours d'expérience très concrets et vos méthodes actionnables. Je pense que c'était clair et utile et inspirant. Merci à vous toutes et tous pour votre présence, vos votes dans les sondages. J'espère que vous repartirez avec au moins une action à mettre en place dès cet après-midi. Avant de nous quitter, on va passer voilà, aux différentes questions. C'est le moment. Vous pouvez soit cliquer sur lever la main dans Teams et j'ouvrirai votre micro, ou alors vous pouvez poser dans le chat vos différentes questions. Il y en a déjà qui ont été posées et on va les parcourir ensemble tout de suite. Alors, la première, c'était une question concernant en fait le chiffre au tout début. Et il y avait une personne qui demandait si c'était plutôt au niveau donc du revenu. Est-ce que c'était plutôt en France, en Belgique? C'est Donc en une fait, stat ce sont française. voilà, c'est une étude française et ça, vous pouvez dans la présentation cliquer sur la source et vous serez redirigé vers le rapport complet. C'est voilà, un cabinet d'expertise comptable qui a publié ce Ouais, rapport. ouais. Alors, on a une autre question, c'est au moment où Emmanuel voilà, parlait au niveau de la gestion des mails, et il y a une personne qui demande quelle IA pour le traitement des emails que tu Alors, utilises, Emmanuel. je sais qu'il existe des IA. J'ai vu que, par exemple, Outlook, et cetera, proposait. Nous, en fait, on travaille avec une société belge, voilà, qui est en train de vraiment de l'adapter. Parce que nous, ce qu'on voulait aussi, c'était dans un environnement safe avec les RGPD, et cetera, et cetera. On voulait aussi, parce qu'ils sont labellisés éco-responsables, hein, parce qu'on sait qu'il y a écologiquement, c'est pas dingue. Donc, ils sont aussi dans cette préoccupation d'offrir un service qui ait le moindre, un impact écologique moindre. Et donc cette société-là, en fait, c'est elle qui implémente. Donc c'est pas une IA qui existe en soi. On a vraiment, et pour mes confrères belges, sachez que Innoviris, en tout cas sur Bruxelles, propose un subside si vous travaillez avec eux. Donc si vous m'écrivez, enfin je peux bien mettre leur nom dans le, je peux mettre leur nom Oui, oui, ou bien voilà sûr. dans le, voilà, ils s'appellent Valkuren et je peux vous donner leur contact. Ils sont en train de faire ce boulot, donc nous, on leur a donné accès à tout notre drive avec tous nos modèles, etc. Et l'idée, c'est qu'ils sont en train maintenant de travailler dessus, hein, c'est phasé. Ça dure 3 mois, mais honnêtement, au niveau du subside, on va payer très très peu parce qu'Innoviris, oui, prend une grosse partie en charge. Et ça devrait permettre à terme d'avoir des réponses qui correspondent vraiment à notre ton, à la matière qu'on pratique aussi. Nous, on fait du droit de l'immigration. Donc voilà, pour répondre à la question, on travaille avec une société. Je sais qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ça. Et je pense que vu la sensibilité des données qui sont traitées, il est préférable de ne pas utiliser à ce stade, en tout cas, une IA standard et plutôt voilà, si vous avez beaucoup de mails à Oui, traiter, de travailler avec des professionnels, quoi. on voit qu'il y a et puis il y a de plus en plus d'IA qui se développent aussi pour être utilisées directement dans les outils comme Word. C'est ça, tout à Donc, fait. c'est. Alors là, tu es pionnière, évidemment, on n'est pas surpris, mais il y Bon, aura de plus en plus d'outils qui vont, tout à qu'on fait. va pouvoir utiliser effectivement avec des garanties de RGPD et sur nos outils de bureautique habituels. Exactement. Ouais. Oui, je pense que de toute façon, d'ici quelques mois, tous les Gmail, les Outlook, et C'est cetera, ça. vont proposer. Gmail propose déjà des projets de réponse, mais qui sont très basiques. C'est pas très juridique, quoi. Donc, si vous voulez quelque chose de qualitatif, ben oui, je pense qu'il vaut mieux travailler avec des spécialistes. Alors, on a... Ça, c'est plus pour toi, Gnaël. C'était Oui, au moment où tu as exposé l'outil Calendly, puis oui, également l'outil avec l'ordre en France. oui. Euh, Comment trier les demandes de rendez-vous quand on passe par un outil type Calendly? Alors, le parti pris, ce que j'ai mis en place, c'est que Calendly, c'est pour les clients, c'est pour les personnes qui sont déjà clients du cabinet, donc qui on ne fait pas payer automatiquement les rendez-vous. Et l'outil de l'ordre, donc l'outil qui est mis en place par le CNB, je l'utilise pour les prospects, donc pour leur facturer facilement le premier rendez-vous. Est-ce que ça répond à la question? J'espère.
Il y a eu tellement de monde qu'il y avait tellement de messages à gérer. Il y a une question, donc, aurions-nous la présentation et la possibilité de revoir le webinaire? Oui, bien sûr. Donc, il y aura un replay qui va être envoyé par email et ce sera sur YouTube et vous pourrez le regarder à votre aise. Et également, les slides de la présentation seront communiqués par email. Ce sera durant la journée de demain, tout sera envoyé. Je regarde dans le chat, je pense que voilà, on arrive au bout des différentes questions. Après, Oui. pour vous rassurer avec Calendly, si jamais, moi, j'ai pas de clients qui abusent et qui prendraient des rendez-vous toutes les semaines. Franchement, ça n'arrive pas. Maintenant, si quelqu'un prend un rendez-vous et que moi je considère que c'est pas le bon moment dans le dossier, bah, c'est pas très grave. Je vais lui envoyer un petit mail pour dire voilà, je vois que vous avez un rendez-vous, vous avez réservé un rendez-vous. Je vous propose de le reporter plutôt après telle étape du dossier. On n'est pas pour autant prisonnier de l'organisation que l'on crée, hein. Mm. On a aussi le droit de gérer des exceptions. Je regarde pour être sûr et certain, mais j'ai fait le tour. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Puis je crois que nous trois, on reste disponibles aussi en Tout à dehors fait. après le webinaire pour des Évidemment. participants qui auraient envie d'échanger. C'est toujours un plaisir de partager les bonnes pratiques, d'apprendre des autres. Moi, j'ai appris pas mal en voyant les slides d'Emmanuel. Merci beaucoup. Et moi avec les tiens. Comme quoi, vous voyez, donc n'hésitez pas à nous contacter en dehors de ce format-là pour continuer à échanger. Merci encore, Adrien. Merci beaucoup pour l'organisation impeccable de ce webinaire. Avec plaisir. Ben, un grand merci. Je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci à Merci tous. à vous tous. Merci Ganaël. Bye. Merci Adrien. À bientôt. Très Ciao, bonne ciao. journée. Au revoir.